Bonjour, on se retrouve tout de suite. On est ravis d'accueillir Jean-François Julliard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Greenpeace France. Vous avez participé à la fameuse table ronde qui devient culte maintenant sur le Glocal, je sais plus trop quoi là. Bref, ça avait l'air intéressant. Cela dit, on va vous passer à la question. Et ça commence par Régis qui vous demande quel est votre principal objectif en tant que DG de Greenpeace. Voilà, mon principal objectif est de faire en sorte qu'on parvienne à ce qu'on réclame chez Greenpeace depuis des années, c'est-à-dire un changement de société. Alors ça peut paraître très prétentieux, extrêmement ambitieux comme ça et tout, mais au final, Greenpeace, dans toutes ses actions, que ce soit sur le nucléaire, les OGM, la déforestation, la protection des océans, etc., finalement ce qu'on demande, c'est un changement de modèle de société, pour une société qui soit moins focalisée sur l'extraction des ressources qui ne sont pas inépuisables, sur une société qui soit plus solidaire, plus égalitaire, dans laquelle l'homme et l'environnement soient réconciliés. C'est aussi ça qu'on demande. Donc voilà, mon principal objectif, c'est de contribuer humblement, parce qu'il faut rester humble dans ces combats-là, mais à ce changement de société dont je pense beaucoup de citoyens aujourd'hui sont demandeurs. Est-ce que Greenpeace n'a pas un côté par rapport à d'autres ONG, un côté, je vais le dire de manière un peu provocatrice, un côté la fin justifie les moyens plus que les autres, que vous utilisez des moyens qui sont très radicaux? Oui, mais parce qu'il y en a besoin. Non, c'est pas la fin justifie les moyens, mais à un moment donné, si on prend les dernières actualités sur nos actions qui nous ont valu l'emprisonnement de nos militants en Russie, par exemple, etc., parce qu'on avait mené une action dans l'océan Arctique, personne ne va dans l'océan Arctique sinon. Ces plateformes pétrolières de Gazprom, la société russe, qui sont en train de continuer à contribuer au réchauffement climatique. Excusez-moi de vous couper parce qu'il y a justement une question de Steph là-dessus. Suite à la mobilisation mondiale, où en sont les militants détenus en Russie après l'action que vous décrivez? Où on en est? Ils ont été relâchés, donc ils vont bien, ils ont tous été relâchés. Les poursuites judiciaires se sont arrêtées là. En revanche, l'État russe continue de confisquer notre bateau, l'Arctic Sunrise, qui était le bateau qu'on a utilisé pour mener cette action-là. Donc il est toujours en train de dépérir dans les eaux de Mourmansk, dans le nord de la Russie. Donc cette affaire n'est pas complètement terminée, parce qu'on nous prive d'un de nos outils de campagne que sont nos bateaux. Et donc pour revenir à ce que je disais, non, il y a besoin parfois de passer à l'action. Alors ces actions, oui, parfois sont radicales, mais c'est aussi un moyen, d'un moment donné, de donner un coup de projecteur sur ces actions-là. Si on va pas au contact de cette plateforme pétrolière dans l'océan Arctique, personne n'en parle. Voilà, donc c'est pas la fin justifie les moyens, mais en revanche, la désobéissance civile fait partie des modes d'action de Greenpeace. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez des lignes jaunes Oui, absolument. Tout ce qui est dans les valeurs fondamentales de Greenpeace, il y a la non-violence, par exemple. Donc Greenpeace ne commet jamais aucune action qui peut être considérée comme violente, mettant en danger qui que ce soit. Les seuls finalement qui prennent des risques sur les actions de Greenpeace, ce sont les militants, les activistes de Greenpeace qui sont à bord de ces bateaux-là, ou qui vont entrer dans une centrale nucléaire en France, ou qui vont grimper sur la cheminée d'une centrale à charbon partout dans le monde. Donc il y a la non-violence, absolument, ça c'est certain. Et puis surtout, nos actions ont du sens. On ne fait pas ça pour se faire plaisir, on ne fait pas ça pour amuser la galerie, on fait ça parce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'autre solution pour attirer l'attention sur un sujet de préoccupation. Il n'y a pas d'autre solution pour empêcher qu'un crime environnemental soit commis. Quand Greenpeace envoie ses bateaux pour s'interposer devant un pétrolier ou un autre bateau, c'est pour le bloquer, pour l'empêcher de commettre un crime environnemental. Question de Carrie, à quel type de mesures incitatives ou répressives pensez-vous pour encourager l'usage par les entreprises d'énergie renouvelable et également pour les particuliers? Alors, quel type de mesures incitatives ou répressives pour aller plus vite? Je crois que ce que demandent les entreprises aujourd'hui dans ce domaine-là, c'est avoir une vision à long terme. Les entreprises, quelles qu'elles soient, ont besoin d'avoir du temps devant elles pour s'organiser, pour planifier leurs activités, pour investir, etc. Et ce qui manque dans le domaine des renouvelables aujourd'hui, et c'est frappant en France, ça ne vaut pas qu'en France, mais c'est frappant en France, c'est qu'il n'y a absolument aucune vision. C'est-à-dire les gouvernements respectifs, tous, que ce soit avec Nicolas Sarkozy précédemment ou avec François Hollande aujourd'hui, ont du mal à développer une vision claire sur ce qu'on veut comme
futur énergétique en France. Il y a une loi qui va être débattue, qui va être votée par le Parlement à l'automne. On espère tous que cette loi va enfin fixer un cadre en disant, voilà, à l'horizon 20 ans, 30 ans, 50 ans, on veut que l'énergie en France, ce soit ça, ce soit tant de renouvelables, tant de nucléaire, tant de consommation d'énergie, etc. Et ça permettra à tout le monde de s'y retrouver, aux citoyens, aux entreprises qui pourront effectivement se développer. Donc c'est pas forcément des mesures là immédiates, concrètes, etc. Mais il y a besoin d'avoir ce cadre-là à long terme. D'accord. Alors Antoine Mussard nous demande pourquoi plaider en faveur d'un arrêt total de la recherche sur les gaz de schiste. Parce que les gaz de schiste, au-delà du risque environnemental immédiat, c'est-à-dire par la pollution des eaux, etc., les gaz de schiste, c'est avant tout aller extraire des hydrocarbures supplémentaires, que ce soit des pétroles de schiste ou des gaz de schiste. Ce sont des hydrocarbures qui, en étant consommés, donc brûlés, contribuent au dérèglement climatique. Tous les experts scientifiques qui travaillent sur cette question-là aujourd'hui, notamment le GIEC, ce fameux groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, disent qu'on a déjà extrait suffisamment de pétrole et de gaz pour subvenir à nos besoins, qu'il ne faut pas aller chercher de gaz ou de pétrole supplémentaires au risque d'accroître encore le réchauffement climatique. Donc au-delà de la technique même de la fracturation hydraulique qui permet d'aller chercher ces gaz de schiste, de toute façon, que ce soit des gaz et des pétroles conventionnels ou non conventionnels, gaz de schiste ou gaz normal, pétrole de schiste ou pétrole normal, il ne faut plus aller en chercher d'autres. Parce que sinon, on va encore accroître le dérèglement climatique, encore accroître tous les phénomènes climatiques auxquels on est confronté, l'intensification des extrêmes climatiques avec de plus en plus d'inondations, de plus en plus de sécheresse dans d'autres régions, un réchauffement global, une montée des eaux, une acidification des océans, etc., etc. Donc de toute façon, il ne faut plus aller chercher, il faut passer à autre chose. C'est-à-dire qu'il faut dès aujourd'hui engager la fin de l'ère du fossile, donc les énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon principalement, et se tourner vers les renouvelables. C'est la seule solution, il n'y a pas d'autre, c'est la seule solution pour limiter le dérèglement climatique. Mais est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient que cette transition énergétique peut être aussi source de création de richesses et de sortie de crise? Absolument, absolument. C'est d'une part, aujourd'hui, se tourner vers des énergies d'avenir. Donc des énergies d'avenir, ça veut dire aussi des secteurs industriels d'avenir. Donc quand on parle de crise de l'emploi aujourd'hui, on sait tous, et personne ne conteste ça aujourd'hui, qu'il y aura plus d'emplois demain dans les énergies renouvelables qu'il y en a dans le nucléaire ou dans le secteur pétrolier, etc. Donc il faut, les marchés porteurs aujourd'hui, c'est les énergies renouvelables. C'est pas le nucléaire en France ou en Europe ou même dans le monde. Donc oui, si on veut, y compris sortir de la crise économique, il faut engager cette transition énergétique, cette transition écologique. C'est le seul projet de société aujourd'hui qui permet réellement de dépasser cette crise globale. Alors, on a parlé des gaz de schiste, parlons maintenant du nucléaire, qui vous tient à cœur aussi. Une question d'Isa, comment et à quelle échéance verriez-vous la France sortir définitivement et totalement du nucléaire? 2031. 2031, c'est précis. On a rédigé un scénario de transition énergétique qui se base sur tout un tas d'études extrêmement précises, dans lequel on indique que pour nous, il est tout à fait possible et souhaitable de sortir du nucléaire à l'horizon 2031. Ça veut dire voilà, c'est progressif, c'est rapide, mais c'est progressif. On sait très bien qu'on ne peut pas débrancher les centrales du jour au lendemain, ça c'est absolument impossible. En revanche, on peut, si on engage cette transition dès aujourd'hui, commencer à désinstaller la puissance nucléaire en France, la remplacer par des énergies renouvelables, la remplacer par une vraie politique aussi d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, et qu'en mettant en place toutes ces mesures-là, dès 2031, on peut définitivement sortir du nucléaire comme sont en train de le faire nos voisins européens. Enfin, nos voisins allemands. Oui, mais les Italiens sont sortis du nucléaire, les Suisses ont annoncé la sortie. Ils n'étaient pas très entrés non plus, les Italiens. Mais ils ont empêché d'y revenir. Les Suisses sont en train d'en sortir, ils ont encore quelques centrales qui fonctionnent, mais ils ont annoncé la sortie. Les Belges, les Autrichiens ont définitivement tourné la page du nucléaire, etc. Une question de Paolo, le thème de la conférence, de la Global Conférence, pas de la conférence où vous étiez, est le temps du choix. Selon vous, quels sont les 2 ou 3 choix qu'il faudrait impérativement faire immédiatement, et pas en 2031, pour améliorer sensiblement l'état de notre planète?
Je crois que j'en ai déjà cité quelques-uns, mais je pense que c'est... Excusez-moi, il précise, je parle de choix raisonnables et possibles. J'imagine que vous n'alliez pas... Bien sûr, mais ces choix sont raisonnables et possibles. Aujourd'hui, c'est vraiment, encore une fois, un changement de système. Pour parler toujours de l'énergie et du nucléaire, j'ai dit que l'un des choix à faire raisonnable et possible tout de suite, c'est arrêter aujourd'hui avec le nucléaire, arrêter aujourd'hui avec les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, etc. Un autre choix, par exemple, de changement de société qui concerne notre alimentation et l'agriculture. On parle aujourd'hui beaucoup de la question des OGM, des pesticides, de la qualité de ce qui se trouve dans nos assiettes, etc. Un choix raisonnable et possible, c'est se tourner vers un autre mode de production alimentaire. Il faut absolument se tourner vers une agriculture écologique. On sait aujourd'hui qu'on peut nourrir la planète en ayant uniquement des systèmes d'agriculture écologique, c'est-à-dire des systèmes respectueux de l'environnement, respectueux de la production alimentaire, etc. Donc ça, c'est un choix de société mondiale. On sait qu'on peut le faire, on sait qu'on peut demain nourrir la planète sans recourir à des OGM, sans recourir à des pesticides, sans polluer nos nappes phréatiques, c'est tout à fait possible. C'est uniquement une question de volonté politique d'abord, parce qu'il faut à un moment donné qu'il y ait une décision politique là-dessus, mais aussi de choix des citoyens. On peut aujourd'hui, en tant que consommateur, là, les citoyens avoir une capacité d'action là-dessus. Les citoyens qui sont les principaux intéressés, ce sont les agriculteurs. Est-ce que vous pensez qu'ils adhèrent et qu'ils sont prêts à faire cette transition? Pas tous, ça c'est clair, mais beaucoup et de plus en plus, à condition là aussi qu'il y ait une transition. C'est pareil, on ne demande pas à tous les agriculteurs aujourd'hui de se transformer, de faire du bio dès demain matin, c'est pas possible. Mais en revanche, d'engager cette transition et de l'engager tout de suite, oui c'est possible. De plus en plus d'agriculteurs se tournent vers ces cultures-là, parce que, y compris pour eux, il y a de moins en moins d'agriculteurs en France, ils sont de plus en plus dans une situation économique de plus en plus difficile. Eux aussi ils commencent à se dire qu'il faut sortir de ce système agricole très industriel, dépendant des pesticides, dépendant des produits chimiques, qui a été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est pareil, c'est un système absolument vieillissant. Il faut se tourner aujourd'hui vers d'autres modes de production, à plus petite échelle, tenant plus compte de l'environnement immédiat. Très bien, une dernière question, on boucle la boucle. Ouais. Une question de Josie, quelles sont les prochaines actions coup de poing de votre ONG? Alors, si vous les annoncez, elles ne seront plus tellement coup de poing, mais... Absolument. Non, je ne vais rien annoncer. Je peux parler de la dernière action qu'on a menée. C'était hier sur un autre sujet. À Nantes, il y avait un forum international du bois où on a mené une action pour dénoncer l'importation de bois illégal en France, parce que ça aussi, c'est un autre problème. On a beau vouloir se parer de toutes les vertus en France, on continue de faire entrer en France du bois illégal en provenance du Congo, du bassin du Congo, en Afrique ou de la forêt amazonienne du Brésil, et on continue ainsi de contribuer, de contribuer à la déforestation dans le monde, qui est un autre problème absolument majeur pour la planète. Donc c'est pas notre prochaine, mais c'était notre dernière action. C'était celle d'hier. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé votre temps, et puis bonnes prochaines actions. Merci. Merci. Attends. Voilà, merci. On se retrouve dans quelques minutes là. Le rythme est à fond, donc on continue.